te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors, on se parlait de ça hier, Yves. Comment ça se fait qu'on a donné de l'argent, qu'on a prêté de l'argent à une entreprise qui demande qu'on envoie des CV en anglais? Et là, tu as vu, PSPP, il dit que là, on devrait attacher ça. C'est-à-dire que si tu reçois de l'argent du gouvernement du Québec, il faut que tu t'engages à ce que tout se passe en français. C'est la moindre chose. C'est incroyable cette histoire-là de Francis Alain qui, dans le fond, a continué à vivre là, au cours des derniers jours, puis encore aujourd'hui. Donc, rappelons l'histoire. Là, c'est un mécanicien. C'est un Québécois d'origine coréenne qui est ici au Québec depuis 30 ans. Il a le goût d'aller travailler à Bécancour. Il envoie un CV en français, puis il se fait dire, il dit, retournez-nous le CV en anglais. Puis en plus, pour l'entrevue, comme il parlait coréen, on dit on fait l'entrevue en coréen, alors que lui, il veut le faire en français. Oui. Écoute, la planète est à l'envers. Mais il y a quand même, l'entreprise a reconnu son imbroglio, entre guillemets, Oui. mais probablement que je pense pas qu'ils vont répéter ça 2 fois. Mais, Alors, PSPP qui dit « Le Parti québécois réitère que pour toucher des subventions ou des avantages de l'État québécois, une entreprise doit respecter pleinement les exigences de la Charte de la langue française. » Écoute, c'est quoi cette affaire-là? Nous autres, les Québécois, quand on achète notre sirop d'érable, ça coûte cher. Mais les Américains qui viennent ici et qui achètent notre sirop d'érable, eux autres vont être remboursés. C'est quoi cette affaire-là? Hey, Richard, c'est vraiment fascinant. Hier, il y a un communiqué qui sort du côté de Business Wire, du côté américain en anglais. Et les producteurs de sirop d'érable du Canada, mais on le sait que 80% de la production du sirop d'érable vient du Québec, là, ils lancent une campagne qui s'appelle Build the Maple. Et là, ce qui est fascinant, c'est que actuellement, là, l'exportation de notre or brune là, est en chute libre. Et tu sais pourquoi? Parce que les Américains, là, écoute, sont endettés, l'inflation alimentaire est élevée, puis là, ils sont pas prêts à payer pour du sirop d'érable pur, et donc, ils se tournent vers le sirop de poteau. Qui est pas mal moins bon. Qui est pas mal moins bon, le sirop de maïs. Hein. Et donc, et là, la crainte, c'est qu'ils ont peur que les exportations baissent. Donc, ils lancent une campagne où ce que les gens qui vont payer plus cher, mettons, au restaurant, mettons, à 2 piastres de plus pour avoir du sirop pur du Québec, là, ils vont envoyer leur facture, puis on va leur rembourser. Mais ça va durer rien qu'un certain temps, là, j'imagine. Oui, c'est une promotion, oui. là. C'est une promotion. Ils disent qu'ils vont viser juste l'État de la Floride, où se retrouvent bien des Québécois en passant. Puis au total, ils vont donner presque 10 000 américains, là, donc 13 500 canadiens. Je pense que le montant n'est pas important que le principe. Tu comprends-tu? Nous autres, on a une industrie du sirop d'érable qui est pure. En grande partie, cette industrie-là, je te dis, elle est hautement, entre moi et toi, subventionnée dans bien des cas. Là. Et là, aujourd'hui, les Américains, eux autres, ils vont se faire rembourser leur supplément qu'ils payent pour du sirop pur. Et dans plusieurs restaurants ici au Québec, Richard, je ne sais pas si tu as déjà été prendre du sirop chez Cora, chez des petits, là. Mais si tu demandes du sirop d'érable pur, c'est un petit 2 $ de plus que tu es exigé pour le sirop. Tu comprends-tu? Okay. Fait que si nous autres, on faisait la même chose, t'envoies ta facture à Build the Maple. Ben oui. Si tu connais des amis en Floride, tu dis, écoute, achète-moi donc du sirop d'érable, puis cet hiver, je vais aller te voir, puis je vais le transporter, sauf que tu vas être pogné aux douanes, peut-être, pour payer un supplément aux douanes après ça. Là. Richard, tu sais qu'on a la réserve presque mondiale du sirop ici dans les cantons de l'Est. Je vois déjà des Québécois en Floride faire une petite réserve. Oui. Le sirop d'érable pur, parce qu'ils ont eu des rabais remboursés par l'industrie. Je serais curieux de visiter ça, moi, le Fort Knox du sirop d'érable. Au lieu d'entreposer notre or, on entrepose notre sirop d'érable. Ça doit être assez spécial de voir ça. Oui, c'était à Laurierville, dans les cantons de l'Est. Il paraît que c'est assez incroyable, des barils complets là, de sirop d'érable. Il ne faudra pas que personne aille dans cette réserve nationale. Là. L'arme de Daniel Langlois, toujours dans un bureau à Montréal, c'est-à-dire son logiciel de Softimage est encore utilisé?
Hey, Richard, ça, c'est vraiment fascinant. Bon, là, tu sais là, qu'avec son décès, on se rappelle de toutes sortes d'éléments, évidemment, par rapport à Sofimage, l'héritage que Sofimage a laissé au Québec. Et ce qui est fascinant encore aujourd'hui, le logiciel lui-même, tu sais, la base du logiciel est déjà encore utilisée par une compagnie qui s'appelle Autodesk, qui est sur la rue Duke à Montréal. Le logiciel a juste changé de nom. Au lieu de s'appeler Sofimage, il s'appelle le logiciel Maya. Et Richard, on était à essayer d'aller rencontrer des gens qui ont travaillé chez Sofimage. Il y a un gars qui s'appelle Marc Petit. C'est un ingénieur en télécom qui a travaillé de 1991 à 1999 pour Sofimage. Donc, il était très, très proche de Daniel Langlois. Puis il disait, lui, là, Daniel Langlois, il a vu venir les contenus interactifs avant tout le monde. Ben, Incroyable, pareil. Et là, évidemment, il a développé du logiciel qui ont permis de faire ça. Parce que, rappelle-toi, ça a été parti sur la rue Saint-Laurent en 1986. Puis c'est en 1994 qu'il a décidé de vendre. Il y avait 200 personnes sur la rue Saint-Laurent quand il a vendu à Microsoft pour 200 millions canadiens. Juste te dire que s'il avait vendu aujourd'hui, Richard, si on calcule avec le dollar constant, là, aujourd'hui, il aurait vendu ça pour à peu près 370 millions de dollars. Aïe, mais, donc, mais tu sais, si on a M. Landry, Bernard Landry, réussit là, à tirer les entreprises qui font des jeux vidéo, maintenant Assassin's Creed, il y a des jeux vidéo d'Assassin's Creed qui sont faits à Montréal, tout ça, là, c'est grâce un peu à Daniel Langlois, qui est le premier à avoir dit, on est capable de faire ça ici, là, on a l'expertise et les connaissances. Mais regarde, si tu regardes le témoignage dans le journal du président de Rodeo FX, là, lui-ci, il est dans ce domaine-là, écoute, depuis des années. Puis lui-même, ça a été une inspiration, Daniel Langlois. Puis, donc, il a comme donné le momentum, tu comprends-tu, à développer au Québec tout ce qui est les effets spéciaux, évidemment, pour le cinéma, puis pour les jeux vidéo, etc. Mais là, même la compagnie, une partie du logiciel chez Autodesk, maintenant, sert pour le métavers. Donc, tu vois très, très bien qu'il y a comme une graine qui a été semée en 1986, puis aujourd'hui, là, ça fleurit dans tous les horizons. Donc, je pense qu'on doit saluer quand même la vision qu'a eue Daniel Langlois à l'époque tout à fait. Pour faire miroiter tout ça. Écoute, on revient sur les coupures, les compressions à Radio-Canada. Même des gens qui sont critiques de Radio-Canada disent ça n'a pas de bon sens quand même que Radio-Canada paie autant que la CBC. C'est pas la même réalité, là. Oui, mais moi, je pense que, Richard, tu sais, là, on sait qu'il y a un débat là, entre francophones puis l'anglophone, tout ça, mais il y en a demain pas moins là, que, tu sais, on le sait là, que l'industrie des médias, toute la game a changé. Là. Comme l'a dit l'instructeur des Canadiens, la game dans la game a changé. Là. C'est que, c'est que là, écoute, les revenus publicitaires sont en baisse. Tu as les géants du web qui ont pris 80% des revenus publicitaires. Donc, c'est sûr qu'on va être obligé de faire plus avec moins. OK? Est-ce que Radio-Canada a supprimé 600 postes à travers le Canada, tu comprends-tu? Dont 200 qui sont des postes vacants sur 8000 employés, là? Tu penses que c'est une grosse coupure, toi? Non. Je pense que ça va être à réfléchir beaucoup sur les profits de 1,3 milliard de subventions par année en plus. Écoute, quand j'entends Radio-Canada en disant on est rendu à l'os, il n'y a plus de gras à Radio-Canada, je suis désolé. On arrive à faire des émissions de radio avec une équipe là, beaucoup moins grosse que les émissions de Radio-Can. Richard, il y en a du monde. On a déjà fait des couvertures là, que je me rappelle à la fois TVA et le journal là, pour des événements. Là. Puis là, t'as TVA qui arrive avec un camion, un caméraman, puis nous, un journaliste. Eux autres, ils arrivent avec 3 camions, 4 caméramans, 2 journalistes, tu comprends-tu? Un réalisateur, un assistant réalisateur, c'est comme, il y en a du monde. Là, ils arrivent, puis ils prennent deux rues quasiment. Là, donc, Richard, on souhaite tous que ce soit une industrie des médias qui soit vivante puis qui marche bien, mais le modèle est brisé. Fait que on n'aura pas le choix. Puis en même temps, tu peux pas faire en sorte que tu obtiens du financement public
puis que tu vas développer des produits et des services qui viennent concurrencer le privé. Je pense que le mandat de Radio-Canada doit être revenir à à la question de l'information. Puis en même temps, tout ce qui touche le divertissement puis la recherche de revenus publicitaires, je pense que là, ça va être le temps de passer la gratte, comme on dit. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Salut.